sur cette thématique, organiser sa mobilité à l'étranger pour tous et un focus plus particulier sur les dispositifs juniors. Cette conférence est organisée dans le cadre des rencontres à compétences égales et ça va vous donner donc à chacun l'occasion. Il y a une transcription qui se fait. C'est normal ça? C'est bizarre. Alors peut-être que, excusez-moi, il y a, oui, bon, je pense que ça doit être normal. Il y a une, ouais, ok. Donc voilà, vous êtes informé qu'il va y avoir un enregistrement qui est fait. Ça, j'ai fait l'annonce. Donc ce webinaire est fait voilà, dans le cadre des rencontres à compétences égales, disais-je, et Maria Johnson et moi-même donc, sommes consultantes en développement professionnel à l'APEC, Association pour l'emploi des cadres, à la disposition des cadres tout au long de leur parcours professionnel, des jeunes diplômés Bac+3 et plus dans la recherche de leur premier emploi, accompagnement aussi des entreprises qui recrutent des cadres et on va dire observatoire de l'emploi des cadres en France. Voilà, je te donne la parole Maria, si tu veux dire quelques mots pour te présenter. Oui, donc Maria Johnson, je travaille avec Béatrice. Nous faisons partie d'une équipe internationale. Nous sommes une vingtaine consultants à PEC qui travaillent ensemble, surtout donc pour des personnes qui ont un projet de mobilité internationale. Ça veut dire quoi? Concrètement, vous pouvez aussi prendre contact avec nous. Vous pouvez organiser un rendez-vous en présentiel dans un centre à PEC ou donc via Teams ou via téléphone pour aussi personnaliser votre demande. C'est aussi possible. Voilà, et donc aujourd'hui, ravie d'animer cette conférence avec Béatrice et nous sommes à votre disposition. Merci Maria. Alors, on démarre sur la thématique avec donc dans ce webinaire un certain nombre de points que nous allons aborder. L'objectif étant surtout de vous permettre d'identifier quels peuvent être les facteurs de réussite si vous envisagez une mobilité internationale aujourd'hui, disposer d'une méthode, alors voilà, une stratégie, voilà, quels sont les éléments de méthodologie qui peuvent vous aider pour vous organiser dans un projet de mobilité à l'étranger, et notamment si vous êtes junior, savoir également où vous informer pour partir travailler à l'étranger, quelles sont les informations utiles et les bons relais, les sources d'informations qui peuvent exister dans ce type de préparation, et également mieux connaître les dispositifs juniors. Alors, tout comme Maria le proposait tout à l'heure, à savoir, pourquoi pas indiquer dans le chat quel est le pays que vous ciblez aujourd'hui. Ce serait intéressant que vous nous disiez quel est le pays ciblé ou quelle est la zone géographique ciblée. Ce serait aussi intéressant de savoir si vous êtes aujourd'hui cadre, salarié ou en recherche d'emploi, ou bien junior, c'est-à-dire jeune diplômé dans la recherche de votre premier emploi. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez échanger avec nous via le chat sur ces deux éléments d'information. Et bien sûr, également, je le rappelle, posez vos questions durant le déroulé de cette webconférence. Nous aurons à la fin de la webconférence, donc un petit peu avant 15 heures, un petit temps d'échange sur vos questions à travers le chat puisque vous n'avez pas la possibilité de prendre le micro de façon à ce qu'on respecte notre timing. Voilà, donc pour vous donner quelques chiffres par rapport à l'expatriation aujourd'hui, sans reprendre tous les éléments que vous avez sous les yeux, l'idée c'est que il y a, on va dire globalement, à peu près 3,5 millions de Français qui résident hors de France. Tous ne sont pas inscrits dans ce qu'on appelle le registre mondial des Français établis hors de France, mais globalement, on a quand même une proportion assez importante qui s'était amenuisée durant notamment la période de pandémie, qui a un petit peu repris là depuis 1 an, mais c'est vrai qu'on a assisté à une baisse depuis 3 ans du volume des Français établis hors de France. On peut dire que l'essentiel, la moitié des Français s'expatrient surtout en Europe, donc on va dire Europe
géographique, puisque le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, mais malgré tout, vous avez, voilà, le Royaume-Uni fait partie, on va dire, de l'Europe géographique. Donc, beaucoup de Français vont s'installer en Europe et en deuxième position viennent les États-Unis, enfin voilà, l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada. Hein, tu es OK, Maria? On peut, voilà. Absolument. Ouais, ouais, c'est ça. Et que globalement, un jeune diplômé sur 10 a eu l'expérience de l'étranger pendant sa phase d'études, ce qui est, j'imagine, le cas de quelques-uns d'entre vous. Et quand on y a goûté, souvent, on a envie d'y retourner. Voilà. Donc, c'est, pour en avoir fait l'expérience et Maria aussi, que, on est aussi devenus des consultantes mobilité internationale aujourd'hui à l'APEC. Savoir pourquoi partir à l'étranger. Alors effectivement, quand on réfléchit à une mobilité internationale, ce qui est important, c'est de savoir peut-être pourquoi on a envie de partir à l'étranger. Qu'est-ce que ça représente en fait? Est-ce que c'est aller vivre une expérience? Est-ce que c'est s'immerger, dans un nouveau pays? Est-ce que c'est retrouver un pays qu'on a connu peut-être, pendant une période, d'expatriation de ses parents lorsqu'on était enfant et qu'on a envie d'y retourner quelque temps plus tard? Ou est-ce que c'est pour avoir vraiment une expérience professionnelle, pleine et entière? Est-ce que c'est pour 2 ans? Est-ce que c'est pour 5 ans? Est-ce que c'est pour toute la vie? Voilà. Maria et moi, nous animons donc ce web atelier, Travailler à l'étranger, les bons réflexes de manière régulière et nous avons l'occasion d'échanger avec des cadres qui sont justement dans ces, volontés de mobilité et parfois c'est, effectivement, enfin je pense à un dernier que j'ai animé où il y avait 2 personnes qui étaient dans une volonté d'une expatriation pérenne, c'est-à-dire pour peut-être toute la vie professionnelle. Est-ce que c'est pour, se développer personnellement? Voilà, ce qui est, le cas ce matin. Je recevais par exemple une personne qui a pris un congé sabbatique et qui est partie, pendant 10 mois et notamment, 5 mois, faire du vélo, voilà, à l'étranger, dans une démarche vraiment de développement personnel pour, couper un petit peu avec le monde professionnel dans lequel elle était depuis 8 ans. Voilà, ça peut être aussi ce type de démarche. Donc l'essentiel, c'est comme on le voit sur cette diapo, finalement faire le point avec soi-même, être au clair avec ses motivations, savoir pourquoi on a cette envie de, partir travailler à l'étranger. Maria, tu veux rajouter, petite chose? Ça me semble très, très bien. En effet, on reçoit donc à la fois, des jeunes qui souhaitent, démarrer leur carrière à l'étranger ou aussi de l'autre côté. Ça veut dire qu'il y a souvent des expatriés qui ont déjà vécu à l'étranger, qui viennent, qui souhaitent aussi rentrer. Donc cette mobilité, ça va dans plusieurs sens en fait. Heu, voilà. Oui, puis parfois ça va aussi dans le sens d'une découverte totale parce qu'on n'a jamais eu cette expérience et qu'on a envie tout simplement d'aller faire une première expérience à l'étranger. Alors, dans les tendances actuelles de l'expatriation, pour les personnes qui parmi vous sont plutôt dans une phase de recherche d'emploi, hem, on va dire qui sont en situation de recherche d'emploi ou les personnes, les jeunes diplômés qui cherchent un premier job, c'est vrai qu'on a eu une belle époque, on va dire, il y a quelques années où il y avait des contrats d'expatriation. Il y a 3 types de contrats. Il y a l'expatriation, il y a le détachement et il y a le contrat local. Donc dans ces 3 types de contrats, nous, ce qu'on voit le plus aujourd'hui, ce sont plus des contrats locaux, souvent, voire des contrats de détachement. Le contrat d'expatriation, qui était un contrat, très intéressant financièrement parlant, est moins, présent aujourd'hui. Alors, le contrat local, par exemple un contrat allemand, peut être peut-être intéressant puisqu'on est dans une convention européenne, il peut y avoir quelques avantages. Maintenant, un contrat mexicain, par exemple, va pas du tout donner les mêmes droits en termes de protection sociale notamment, en termes juridiques. Enfin, il y a un certain nombre de points, fiscalité, et cetera. Donc, le contrat local, il faut bien mesurer aussi ce que ça veut dire. Sur, les affectations à court terme, c'est vrai qu'aujourd'hui, là où il y a quelques années, il y avait beaucoup de voyages d'affaires, on a vu que ça s'était beaucoup, beaucoup réduit pendant la période de pandémie. Aujourd'hui, finalement, le télétravail a pris, beaucoup de place et même, les affectations à court terme, c'est-à-dire partir un mois ou 2 mois à l'étranger,
est devenu un petit peu plus, pas exceptionnel, mais disons, c'est un petit peu moins régulier. Voilà. Donc, le télétravail modifie les pratiques et on voit parfois, des personnes qui posent la question de, «Et si je travaillais pour une entreprise canadienne à partir de mon domicile en France?» ou inversement, «J'ai envie de m'expatrier au Canada, est-ce que je peux travailler pour une entreprise française en étant, domicilié au Canada?» Tout ça en télétravail, bien sûr. Donc voilà, le télétravail pose des nouvelles questions autour de ça. Donc juste pour, vous amener ce type de questionnement à l'esprit. Je continue sur la partie, on va dire, plus méthodologique. Voilà, cette diapo-là me semble intéressante et importante parce que finalement, à l'APEC, nous, en tant que consultante en développement professionnel, axée sur la mobilité internationale, avec Maria, nous avons souvent donc des personnes qui viennent avec une ébauche de projet ou pas de projet encore, ou des idées, des perspectives, mais sans projet. Quand on est sur un projet nouveau de reconversion, un projet de changement et notamment un projet de surcroît vers, la mobilité internationale, il y a un certain nombre de points qui sont importants à valider. D'abord, effectivement, de préciser son projet, de le valider avec peut-être des professionnels, alors de l'APEC, je ne saurais que trop vous le recommander, mais aussi peut-être d'autres organisations comme le Pôle emploi international. Il y a des structures qui sont là pour vous aider gratuitement. Donc valider son projet, ça veut dire savoir, bah, finalement où je pars, quelles sont les compétences que je vais pouvoir mettre sur le marché, quel est l'état du marché, qu'est-ce que je peux avoir comme rémunération, quel est le secteur d'activité que je vais cibler, voilà, un certain nombre de questions. Donc je valide mon projet, puis je m'informe sur toutes les démarches qui vont être nécessaires et là, à partir de ce moment-là, je peux décider de partir à l'étranger parce que j'ai évalué que mon projet pouvait être, réaliste ou faisable, on va dire. Maria, tu es OK là-dessus? Oui, absolument. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent, vous venez nous voir et en fait, vous voulez, d'abord, Heu en fait, c'est ce qu'on observe, c'est que le projet n'est pas clair. Donc en fait, on va d'abord commencer à vouloir où sont les opportunités et ensuite donc nous, notre manière de réfléchir, c'est plutôt on commence d'abord à voir quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous proposez finalement, à qui, vous voyez? Parce qu'après ces démarches, Béatrice va en parler, souvent on est heurté à des questions administratives qui risquent de prendre aussi du temps. Donc c'est vraiment important quand on peut parfois commencer à se renseigner, concernant ces démarches réglementaires. Donc c'est pour ça souvent d'ailleurs c'est pas par hasard, on vous a demandé quelle est la destination, le pays que vous ciblez, pour évaluer aussi un peu, est-ce que vous êtes renseigné en termes de visa, en termes d'autres, réglementations à prendre en compte? C'est vrai que si vous visez le Royaume-Uni ou la Suisse, hein, ce qu'on entend souvent actuellement, ça ne sera pas la même chose que si vous ciblez le Japon ou l'Indonésie, ou la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc tous ces éléments-là vont être, assez importants par rapport, à la réflexion sur le projet et par rapport aux démarches et aux outils, qui pourraient vous être utiles. Donc faire le point sur son projet, je reviens, sur ce que je disais juste avant. Finalement, quand on parle projet et ça, que ce soit par rapport à l'international ou par rapport à tout projet, première chose, quelles sont mes connaissances? Qu'est-ce que j'ai comme diplôme? Qu'est-ce que je connais en matière de réglementation? Qu'est-ce que je connais comme langue également? Hein? Est-ce que je connais l'anglais si je veux aller travailler dans un pays, qui va utiliser comme langue, majoritairement l'anglais? Est-ce que je connais l'espagnol si je vise d'aller travailler, au Mexique, par exemple? Quelles sont ensuite mes compétences? Donc là, on est sur ce qu'on appelle les savoir-faire métiers, même si je suis jeune diplômée, que j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle, j'ai fait des stages, je peux avoir développé des compétences sur un outil, sur un logiciel, sur, je ne sais pas, la contribution sur un projet, voilà. Donc quelles sont mes compétences, mes savoir-faire? Ensuite, quelles sont mes qualités, aptitudes et traits de personnalité? Donc là, qualités, aptitudes et traits de personnalité, par exemple, je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un, qui, aime prendre des initiatives. Voilà, ça, ce sont des qualités personnelles.
Donc, je dis je pour me mettre à votre place, hein, ce ne sont pas forcément les miennes. Ensuite, quelles sont mes motivations? Donc, pourquoi est-ce que j'ai envisagé effectivement ce projet, ce job que je vise, cette mobilité internationale vers tel pays? Et puis, ma valeur ajoutée, ma différence. Donc là, à compétences égales, j'ai compris qu'on faisait en sorte aussi d'être attentif à des éléments qui peuvent faire la différence. Donc, est-ce qu'on ne peut pas justement mettre en valeur des aspects qui sont liés justement à cette différence qu'on peut avoir? Voilà, je pense qu'il y a des éléments forts qui peuvent être de la valeur ajoutée par rapport à d'autres personnes sur le marché. Et quand on dit ma valeur ajoutée, ma différence, c'est qu'est-ce qui va faire un plus, qu'est-ce qui peut être un bonus? Par exemple, je ne sais pas, moi j'ai telle ou telle difficulté, bah, peut-être que ça m'a permis justement de m'adapter différemment, d'avoir une capacité à rebondir par rapport à une situation difficile, d'avoir une capacité à rester positif dans des situations difficiles. Je ne sais pas, je dis un peu voilà ce qui me vient à l'esprit. Mais voilà, faire le point sur son projet, c'est ça. C'est finalement, dans ma palette de points positifs, dans ma palette d'atouts, qu'est-ce que je peux y mettre? Et si je veux partir, c'est pour gagner quoi? Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à perdre? Et qu'est-ce que j'accepte de risquer? Là, on parle de vos enjeux aujourd'hui par rapport à cette idée de mobilité internationale. Donc, s'organiser dans sa mobilité à l'étranger, c'est aussi réfléchir déjà à ce projet et finalement après les outils, les dispositifs, ils vont venir comme des moyens. Mais la première chose, c'est finalement quel est votre objectif? Quel est le projet? Et qu'est-ce que vous avez pour alimenter ce projet? Maria, Ah, un petit oui, mot. c'est pour compléter, de ce que tu dis Béatrice, je reviens à cette valeur ajoutée. Souvent, vous allez être, en concurrence avec les personnes locaux, qui habitent sur place. Donc, comment vous créez de la valeur pour une entreprise? Et donc, quand Béatrice parle de ces valeurs ajoutées, peut-être vous connaissez le français, la langue française qui peut être un atout, mais c'est pas seulement, c'est va au-delà. Peut-être vous apportez un réseau, une connaissance, vous connaissez les codes culturels, vous connaissez le marché. Donc, c'est vraiment aller vous challenger. Qu'est-ce que vous apportez à une entreprise à l'étranger, justement. Et parfois, c'est pas facile ces questions. Et donc, c'est ce que vous pouvez faire avec nous. C'est aussi challenger ce côté-là. OK. Alors, on poursuit donc sur, par rapport à ce qu'on vient de dire là, Maria et moi, sur finalement comment se challenger, comment travailler sur son projet. Voilà un premier dispositif junior qu'on vous propose. Et là, c'est un dispositif APEC. C'est donc à partir de notre site apec.fr, vous avez un site Jeunes Diplômés sur lequel vous trouvez ce web atelier ou atelier qui s'appelle Objectif Premier Emploi, qui est un dispositif qui peut être utile pour réfléchir à son projet avec d'autres jeunes diplômés, recevoir des conseils d'un consultant APEC par rapport à tout ce qui peut concerner à la fois la recherche d'une alternance, la recherche même d'un stage parfois, et la recherche d'un emploi. Et puis, vous aider aussi parce qu'il y a un petit entretien individuel à l'issue de cet atelier ou web atelier qui permettra de personnaliser un peu votre plan d'action. Voilà, donc là, on n'est pas sur un dispositif de mobilité internationale, mais comme on était sur la question juste avant du projet et ce qu'on vous a dit toutes les deux, donc ça peut être intéressant comme support pour travailler sur ce projet de bénéficier éventuellement des conseils de l'APEC à travers une prise de rendez-vous sur Objectif Premier Emploi. On vous mettra le lien dans le chat par rapport à cet Objectif Premier Emploi si vous voulez vous réserver une place. Donc, soit pour un web atelier de 2 heures en visio, soit un atelier présentiel qui dure 4 heures dans les différents centres APEC. On n'a pas fait de petite présentation de l'APEC, mais voilà, sachez que l'APEC, on est plus de 500 consultants dans à peu près une cinquantaine de centres en France et en Outre-mer. Donc, vous avez une vingtaine de consultants mobilité internationale
aussi à travers l'ensemble de ces centres, mais pour Objectif Premier Emploi, ils sont animés dans la majorité de nos centres APEC. Voilà, je poursuis sur la mobilité, je reviens à la mobilité à l'étranger. Donc, faire le point sur votre projet, c'est aussi vous interroger sur, par rapport au job que vous ciblez. Oui, Oui, non. l'accompagnement APEC est gratuit, pardon. Je te laisse répondre du coup, Maria, peut-être dans le chat. Mais effectivement, l'accompagnement APEC est gratuit puisque les cadres qui ont cotisé à l'APEC ou les jeunes diplômés qui deviendront les cadres et qui cotiseront dans le futur à l'APEC peuvent bénéficier de toutes nos prestations, nos services gratuitement par le préfinancement, par les cotisations. Donc, je reviens, pardon, dimension professionnelle. Donc, quelles sont les compétences requises sur le job que vous ciblez? Donc, vous souhaitez, imaginons, trouver un poste de, allez, data scientist, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais de contrôleur de gestion à l'étranger. Quelles peuvent être les compétences requises pour un job de contrôleur de gestion, par exemple en environnement anglo-saxon? Là, ça tombe bien, je connais. On va vous demander peut-être plus les normes IFRS, par exemple, que les normes comptables françaises, notamment. Donc, voilà, c'est plus la comptabilité, mais voilà. Donc, quelles sont les compétences requises? Quand on va dans un pays étranger, il peut y avoir des compétences spécifiques qui sont nécessaires. Quels sont les secteurs d'activité ciblés et quel est le pays de destination? On y revient. Donc, à nouveau, n'hésitez pas si vous avez en tête un pays de destination. Nous, ça nous intéresse à travers le chat que vous nous disiez vers quel pays vous avez travaillé, vous avez envie d'aller travailler. La dimension personnelle, c'est aussi, voilà, est-ce que vous envisagez de partir seul ou bien est-ce que vous envisagez de partir avec votre famille? Si vous avez un conjoint, une conjointe, des enfants, eh bien effectivement, ça veut dire une réflexion peut-être un petit peu différente. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de logement? Vous allez voir tout à l'heure, il y a des outils qui peuvent vous permettre de mieux connaître le coût de la vie sur place par rapport à une ville donnée ou un pays donné. Donc, c'est autant d'éléments qui peuvent être intéressants sur lesquels se poser, en tout cas, quand on est en train de réfléchir à son projet de mobilité internationale. Valider que tout correspond bien. Ça peut tomber sous le sens, mais parfois, ça va toujours mieux en remettant la question un petit peu à l'ordre du jour. Maria, est-ce que je peux te passer le relais sur là, ces 3-4 points Absolument. qui suivent? Alors, donc, quand vous êtes en mobilité internationale, en fait, si vous voulez, ça devient comme chercher un travail, même en France. Et c'est quoi? Souvent, c'est les mêmes questions. Quelle est la fonction que vous ciblez? C'est-à-dire, quels sont les types de métiers, quel type de poste? C'est pour ça, soyez aussi ouverts pour des intitulés de postes différents. Et en plus, vous allez donc chercher des postes peut-être à l'étranger. Donc, des secteurs d'activité, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous souhaitez travailler dans quelle branche d'activité? Est-ce que c'est dans le secteur public, dans le secteur privé? Est-ce que c'est dans l'industrie, dans les services? Plus c'est clair, ça, mieux ça va faciliter la recherche. Et ensuite, évidemment, donc la zone que vous cherchez, les pays de destination, parce que, comme on a vu tout à l'heure, ça impacte aussi la réglementation, les visas, etc. D'accord? Donc, votre recherche, vous pouvez à la fois commencer à chercher en France, mais c'est aussi de commencer à vous dire, alors, quels sont les types de sociétés que je cherche, quelle est la taille? Est-ce que vous ciblez des grands groupes internationaux ou qui peuvent avoir des filiales étrangères? Donc, c'est un peu commencer à réfléchir. Et ma question, c'est est-ce que vous avez déjà listé des entreprises que vous aimeriez bien travailler idéalement? Alors ensuite, donc c'est vraiment aussi de compléter avec des entreprises locales. Et donc c'est pour ça, ça suffit pas seulement de commencer à chercher à partir de la France, c'est vraiment de commencer à identifier des sites pour faire des candidatures ciblées.
Moi, il a un canal, on va en parler tout à l'heure, mais le canal que j'utilise beaucoup, c'est la LinkedIn. Je ne sais pas si vous avez un profil LinkedIn, mais je vous le conseille, recommande fortement, parce qu'avec LinkedIn, on peut atteindre, on peut communiquer avec des recruteurs dans les pays que vous ciblez. Oups, pardon, j'ai fait un petit oups. Et donc, Alors, oui, allez-y. oui, non, je t'en prie, je t'en prie. Tu me dis quand je tourne le… Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, c'était juste pour compléter, parce que quand vous venez avec nous rencontrer des rendez-vous conseils, on peut aussi vous donner des listes, on peut chercher ensemble des sites d'emploi qui vont être pertinents pour vous. D'accord? Parce que c'est justement lien par rapport le pays que vous ciblez et ensuite comment faire, comment les contacter. Donc ça, vraiment j'insiste, prenez rendez-vous avec un consultant, ça va être beaucoup plus personnalisé et comme on a vu, donc c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer, voilà. Donc c'est gratuit. Alors, comme vous avez vu, c'est en fonction de là où vous ciblez, mais l'Europe, surtout après la crise sanitaire mondiale qu'on vient de traverser, la majorité des opportunités reste l'Europe. Et c'est aussi plus facile, j'ai envie de dire, quand on a la nationalité européenne, de rester en Europe. En deuxième position, c'est là où on retrouve l'Amérique du Nord avec donc États-Unis, mais surtout c'est Canada qui attire et là aussi surtout la partie francophone. Voilà, et après vous voyez sur quelques métiers, hein, la France, elle est quand même réputée pour certains métiers que vous voyez, l'ingénierie, l'informatique, l'hôtellerie et restauration, ça reprend. Voilà. Ok. Et là, donc sur les oui et tout ce qui est candidature, je te Alors, laisse. Ah oui, oui, c'est comme le Ariane. CV français. Il n'existe pas un seul CV parfait qui passe partout, d'accord? Donc, c'est à chaque fois adapter un CV. Et c'est là, est-ce que vous ciblez Angleterre? Dans ce cas-là, c'est d'avoir adapté votre CV selon ces règles-là. Est-ce que vous ciblez le marché américain et canadien? C'est adapter le CV. Alors, parfois, il peut avoir des détails de différence. Par exemple, on peut aller sur les 2 pages sur ces CV-là. C'est vraiment insister qu'il y a un petit paragraphe où vous allez parler de cet objectif professionnel. Et c'est là aussi, dans ces CV tournés vers le marché américain, c'est vraiment insister sur le côté de soft skills que Béatrice parlait tout à l'heure, les qualités personnelles. Hein. Donc, ça, c'est très important. Là, on est face à des codes culturels différents. Donc, c'est là d'autres mindsets. Et notamment, on va vous demander des références. Donc, pensez aussi à mettre des références professionnelles. Donc, soit vous pouvez rajouter un petit titre, reference available upon request, qui indique que vous êtes capable de fournir des noms et il faut normalement qu'il parle donc la langue qui est demandée pour qu'il puisse demander des références. Voilà, mais en tout cas, nous, à nouveau, on est là pour vous aider à vérifier, à challenger ces outils de communication, que ce soit le CV ou la lettre de motivation. Et justement, tu viens de changer le slide et c'est parfait, Béatrice, parce que LinkedIn, j'espère que vous êtes tous là-dessus, parce qu'à nouveau, c'est un canal en tout cas, qui est aussi gratuit, qui permet de vous connecter avec les personnes et vraiment de contacter des recruteurs directement. Et c'est quelque chose qui est, cette démarche réseau, le networking, ça se pratique. Et moi, j'ai accompagné des jeunes diplômés qui trouvent des postes à l'étranger via cette manière de faire. Ça veut Oui, dire que c'est vraiment recommandé, surtout pour Canada, par exemple. Je crois que dans les personnes pressantes, quand vous cherchez Canada, c'est quelque chose qui est très commun. C'est la pratique de cette démarche réseau. Ça se fait. Ensuite, ce qu'on fait aussi, peut-être, je ne l'ai pas mis, mais on peut mettre, on s'entraîne
pour les entretiens de recrutement, parce que dès lors vous commencez à contacter les personnes, les recruteurs, on va aussi, vous allez générer, en tout cas potentiellement, des entretiens de recrutement. On va commencer à vous poser ces questions-là. Mais parle-moi de vous. Qu'est-ce que vous nous proposez? Quelles sont vos compétences? Quels sont les projets que vous avez déjà effectués, que vous pouvez partager avec nous? Euh, donc, toutes ces questions, quelles sont vos forces, strengths, weaknesses, il y a toutes ces questions-là et nous, à l'APEC, on propose des entretiens de recrutement que vous pouvez donc mener avec un consultant APEC en anglais ou même d'autres langues. Oui, il me semble que c'est espagnol, en allemand, en russe, bon, en suédois. Donc, il y a des tas de possibilités et vraiment, parce que là, vous allez voir, ça peut avoir l'air d'un entretien informel, mais selon certains codes, on va chercher des informations et c'est le moment clé d'être convaincant et de maîtriser votre communication, d'être capable d'appuyer son argumentaire pour que vous pouvez transformer cette rencontre à une possibilité d'embauche. Est-ce que OK, tu veux merci. rajouter quelque chose, Non, Béatrice? Je vois que du le coup, temps j'ai mis dans passe. le Ouais. chat justement pour que les personnes puissent retrouver les éléments sur la préparation aux entretiens de recrutement et notamment dans la langue anglaise. Il faut effectivement passer par une inscription et au moins un premier entretien. Donc, j'ai juste rappelé le site Jeunes Diplômés dans le chat. Merci Maria pour ce focus plus particulier sur lequel j'acquiesce complètement sur ce que Maria a dit. Enfin, vraiment, on a les mêmes, effectivement, les mêmes recommandations. Alors, on disait tout à l'heure, une fois que le projet a été validé, vous vous souvenez dans cette petite courbe qu'on a vue, une fois que le projet a été validé, ce qui est important, c'est de disposer, enfin, c'est d'être au fait des démarches réglementaires. Donc, de bien savoir ce à quoi vous allez pouvoir, enfin, ce à quoi vous, enfin, là où vous allez pouvoir trouver des informations utiles par rapport à votre recherche actuelle et donc comprendre quels vont être tous les éléments qui vont être importants dans la préparation de votre voyage et de votre mobilité à l'étranger. Donc là, il y a différents sites que vous avez là sous les yeux sur la diapositive. Vous avez des sites qui sont liés à tout ce qui est sécurité sociale, vos droits en fait, hein, quels sont vos droits. Vous avez là notamment le site cfe.fr qui permet de s'informer auprès de la Caisse des Français de l'étranger qui propose une protection sociale particulière, privée pour les personnes qui vont quelque temps à l'étranger, que ce soit même d'ailleurs parfois pour un stage. Hein. Déterminer le niveau de protection sociale adapté. Donc là, pour tout ce qui est assurance maladie, notamment au Royaume-Uni, puisque depuis le Brexit et le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne, les choses ont beaucoup changé hein, avec le Royaume-Uni. Donc, allez vous renseigner sur votre protection sociale dans l'hypothèse d'une mobilité en Europe. Alors, ça peut être en Suisse aussi ou à l'étranger, sur le site CLEIS, CLEI2S.fr que vous avez sous les yeux ici, www.clei2s.fr. Il est vraiment très bien fait, il vous apporte des informations pragmatiques, précises, concrètes. Vous informer sur les droits à l'assurance chômage et tout ce qui est prestations pour les personnes qui sont en situation de recherche d'emploi inscrites au Pôle emploi. Vous avez des possibilités particulières, notamment en Europe, lorsque vous voulez aller rechercher du travail à partir d'un pays européen. Vous avez la possibilité de garder le bénéfice pendant quelque temps de votre allocation chômage française. Donc voilà, il faut bien se renseigner sur tout ça. Quels vont être les droits au chômage si jamais vous allez travailler dans un pays européen? Est-ce qu'il y a des conventions qui permettent d'être ensuite indemnisé? Voilà, toutes ces questions-là, c'est notamment Pôle emploi
sur la partie situation et professions particulières, et puis sur la partie internationale aussi, vous trouverez des informations. L'assurance retraite, ça c'est pour la partie retraite, donc beaucoup d'entre vous sont pas encore sur ces questions-là, mais voilà. Et puis sur les impôts, pareil, la fiscalité, vous avez un site dédié. Je n'y reviens pas. On parlait aussi, Maria en parlait tout à l'heure, on a, nous, dans les personnes que l'on accompagne et que l'on conseille à l'APEC, un certain nombre de personnes qui peuvent être dans des retours de pays, notamment d'Afrique ou par exemple l'Ukraine, des retours un peu précipités. Et ça nous fait dire que c'est toujours important en fait d'avoir une vigilance sur finalement qu'est-ce que je fais si jamais il y a un retour précipité, quelles sont mes perspectives si jamais je dois rentrer en France. Dans le cadre de la pandémie, on a aussi des personnes qui sont revenues en France, puis qui y sont restés un certain temps plutôt que de repartir pour travailler à l'étranger. Donc voilà, c'est important de un tout petit peu anticiper ce retour quand on envisage un voyage à l'étranger, enfin un voyage, une mobilité professionnelle à l'étranger, et notamment si elle doit durer plus de 2 ou 3 ans. Dans la checklist avant le départ, bon là il y a des choses un petit peu évidentes. C'est vrai que quand on part sur un pays où on va utiliser l'anglais, on va vous suggérer d'utiliser un test de langue comme le BULATS ou le TOEIC. Si c'est pour l'Allemagne, ça va être le ZD, et si c'est pour l'Espagne, en espagnol, ça va être le DELE. Voilà, donc il existe des tests de niveau de langue dans les différentes langues étrangères. Renseignez-vous sur ces tests possibles et vous avez des organismes qui peuvent vous préparer dans la langue en question. Vous en avez là quelques-uns. Moi, je recommande aussi, je ne sais pas toi, Maria, mais souvent, je conseille aux personnes qui ont besoin notamment de travailler un peu l'anglais, d'aller suivre les conférences TED sur TED.com. Super. Ouais. TED.com, voilà. Parce que finalement, ça peut être sur des sujets divers, des sujets qui vous intéressent, et puis vous écoutez la langue bien parlée, ça vous donne des expressions parfois comme, je sais pas, l'autre fois j'entendais to start from scratch, par exemple. Voilà, c'est des expressions dont, enfin voilà, qu'on peut entendre régulièrement en écoutant la langue parlée. Donc voilà, les conférences TED, c'est pareil, on n'a pas de commission, hein, ni chez LinkedIn ni chez TED, mais voilà, ça peut être intéressant d'utiliser ça pour se former en langue. Absolument, ouais. Et la Ouais, BBC, elle a des podcasts, exactement. je sais que si vous habitez en Île-de-France, à la bibliothèque, à Centre Pompidou, ils proposent des cours de langue une fois par semaine qui est aussi gratuit. Donc il y a beaucoup de possibilités. Il y a par exemple Conversation Exchange où vous pouvez donc c'est gratuit, trouver un partenaire pour échanger 1 heure par exemple anglais contre 1 heure d'allemand, etc. Donc, il a des tas de possibilités aujourd'hui. Il a des applis aussi. Donc, en Voilà, tout faut cas, pas hésiter. Ouais. mmh, Faut pas hésiter, et ça sera toujours bénéfique en fait de se replonger un petit peu dans la langue. Et moi je disais aussi, même dans des villages, hein, en région, vous pouvez avoir parfois des cours de conversation en langue qui sont proposés par la commune ou par la communauté d'agglomération. Renseignez-vous auprès de votre mairie. Parfois, il y a aussi ce genre de choses qui peuvent exister. Voilà, parce que la conversation, c'est pas la même chose que l'écrit, et ça peut être utile de travailler un peu la pratique de la langue. Ici, vous avez des sites intéressants. Maria vous en a mis un dans le chat tout à l'heure, qui est celui justement sur le coût de la vie dans le pays de destination. Numbeo, c'est un site vraiment intéressant pour, voilà, vous voulez connaître le prix d'un lave-linge, le prix d'un 40 mètres carrés, vous voulez connaître le prix d'un loyer à Londres ou à Mexico ou à New York. Ou à Lausanne, voilà, et bah, vous allez avoir par ce petit site très bien fichu des informations intéressantes. Pour les rémunérations, smartexpatriation.com peut être intéressant. Il vous propose des rémunérations pratiquées dans les pays de destination. Voilà, alors je vais passer assez vite ici pour qu'on aille
sur les dispositifs juniors en priorité, puisque c'était aussi l'objet de cette conférence. Donc là, on reviendra sur les fiches de France Diplomatie. J'en viens donc à 3 dispositifs dédiés aux jeunes qui souhaitent partir travailler à l'étranger. Il y a notamment le dispositif de volontariat de solidarité internationale. Donc, volontaire de la solidarité internationale, c'est différent du volontariat international en entreprise, hein, qu'on verra juste après. Ici, c'est partir avec une ONG. Vous avez donc une couverture sociale, les indemnités prises et les trajets pris en charge, mais vous n'avez pas une rémunération comme dans un poste classique salarié, puisque c'est du volontariat. Hein. Donc, ces 2 sites, clongvolontariat.org et ritimo.org, peuvent être assez intéressants pour ceux et celles qui seraient intéressés par voilà, une mission de quelque temps. Là, c'est 24 mois minimum. Et aussi dans quelque chose qui peut rejoindre peut-être des valeurs qui sont les vôtres. Donc, clong-volontariat.org, ritimo.org, on va essayer de vous les remettre dans le chat pour que vous puissiez les retrouver. Merci Maria, super. Du coup, je passe au volontariat international en entreprise ou en administration. 2 types, mais pour la même chose en fait, c'est non pas le volontariat de solidarité internationale qu'on voyait juste avant, c'est le VIE ou le VIA. Donc ça, c'est un dispositif qui est fait pour les jeunes jusqu'à 28 ans, enfin en tout cas, qui ne doivent pas avoir 29 ans révolus la veille du départ dans la mission de volontariat international. Donc, il faut être aussi de nationalité française ou européenne. Donc, tous ceux qui ne remplissent pas ces conditions ne pourront pas être éligibles au volontariat international en entreprise. Et le volontariat international en administration, en fait, c'est également un contrat, mais dans une administration française à l'étranger. Toutes les administrations du ministère des Affaires étrangères, par exemple, qui sont implantées, les ambassades, les consulats, etc., notamment. Là, on est sur un vrai contrat, enfin un vrai contrat, disons un CDD de 6 à 24 mois avec une rémunération conséquente et de ce fait, il y a de la concurrence sur les offres. Beaucoup de jeunes diplômés que je reçois et qui sont candidats au VIE ou au VIA me disent mais j'ai jamais de réponse, il y a beaucoup de concurrents, il y a X candidats sur les offres. Oui, mais malgré tout, c'est quand même un dispositif qui peut être intéressant, sachant que Maria et moi sommes en contact avec Business France qui est qui est l'organisation, on va dire, française qui pilote le volontariat international et qui dit bien aussi que voilà, il peut être intéressant d'essayer de créer le besoin dans les PME, puisque c'est une majorité de PME en fait hein, qui recrutent en volontariat international. Vous pouvez créer le besoin dans une PME ou une grande entreprise française à l'étranger pour un volontariat international. Voilà, donc VIE ou VIA, regardez les offres que vous retrouverez sur monvieuvia-businessfrance.fr. Le lien, on va également vous le proposer dans le chat. Merci Maria. Et allez explorer un peu avant de faire des candidatures, mais ça peut être très intéressant. Puis nous, on est là aussi éventuellement pour vous aider à construire ce projet et votre lettre de motivation par rapport à ce type d'offre en VIE ou VIA. C'est une expérience dans un pays étranger ou un pays européen ou plus lointain qui peut être extrêmement intéressante pour votre CV. Je termine avec le PVT, donc Programme Vacances-Travail, autrement appelé in English Working Holiday Visa, qui est un dispositif vraiment intéressant pour les personnes jusqu'à 30 ans. On voit 35 ans pour le Canada, sur lequel vous pouvez faire une demande pour, alors les pays sont limités, mais pour faire une expérience à la fois vacances et travail à l'étranger entre 1 an et 2 ans.
Donc, il y a aussi un certain nombre de candidats. Donc, vous présentez votre dossier et vous pouvez être sélectionné ou pas par l'organisme qui gère les PVT. Il y a aussi un peu de concurrence là-dessus. Voilà, qu'est-ce que tu dirais, Maria, pour ajouter à cela? Est-ce que tu as un peu d'expérience avec des… On en a de temps en temps, en fait, des gens qui veulent du PVT ou qui ont fait un PVT. Oui, Euh, alors il me semble que c'est… alors déjà, le site, il est très, très bien fait, il explique bien. Mais en fait, ça peut être comme un tremplin parce qu'on peut commencer avec un PVT, ça permet de passer un premier séjour dans le pays, identifier justement des entreprises, commencer avec un job, peut-être un job plutôt alimentaire, pour accéder à un réseau sur place. Tout à l'heure, on parlait de networking, donc ça peut être un premier pas en tout cas. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui ont commencé, qui ont démarré comme ça, démarrent avec un PVT. Alors, il y avait une question, Maria, qui était Ouais. expliquez-nous la démarche. Alors, ça va être difficile de vous expliquer la démarche parce qu'on n'a d'abord pas beaucoup de temps et que vraiment, on vous invite à vous rendre sur le site pvtiste au pluriel.net où vous allez retrouver des informations sur le PVT. Mais globalement, c'est un départ à l'étranger qui inclut à la fois du tourisme un peu, mais aussi une possibilité de travailler à l'étranger avec ce visa un peu spécifique. En Mais fait, ouais, c'est un visa de c'est touriste en ça, quelque sorte. mais qui permet de travailler également. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça, c'est mieux d'avoir une petite somme d'argent avant de partir, de bien regarder que tous les certificats médicaux, tout ça, ça va bien, avoir une assurance. Voilà. Et après, alors, il me semble que pour certaines destinations, c'est comme une loterie en fait, hein. On est tiré au sort. Ah oui, ok. C'est Hmm, là où il n'a pas de points, il n'a pas quelque chose comme ça pour cumuler des points. Donc, il voilà. faut tenter sa chance, quoi. Voilà. En tout Et cas, le, ouais. oui, Non, 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 vas-y, pardon. vas-y. Non, c'était ça. Non, mais voilà, donc c'est vrai que le processus peut prendre également un peu de temps. C'est juste ça que je voulais rajouter, Maria. C'est vrai que j'ai vu des personnes qui me disaient, bon, j'ai fait une demande de PVT, mais j'ai toujours pas reçu la réponse. Donc voilà, selon les pays, ça peut être un petit peu long. Mais voilà, donc en fait, c'est une formule de visa qui vous permet à la fois du tourisme et du travail dans le pays que vous avez ciblé, hein. C'est dans un pays cible, par contre, si j'ai bien Absolument. compris, hein. Ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais, c'est ça. OK, donc voilà les différents dispositifs sur lesquels on voulait faire un petit, un petit focus ensemble cet après-midi. Et puis, voilà, pour terminer, avant de vous redonner un peu la parole pour les questions, ces fiches qui sont préparées par le ministère des Affaires étrangères sur donc France diplomatie. Enfin, sur diplomatie.gouv.fr, vous avez toute une rubrique préparer son expatriation et vous avez des fiches pays par pays ciblé qui sont vraiment intéressantes et utiles. Et j'allais dire, moi, c'est la première chose que je vais voir avec un jeune diplômé ou un cadre qui vient me voir et qui me dit, voilà, j'aimerais aller travailler dans tel pays. On regarde d'abord ensemble la fiche pays et on va aller chercher ensuite des relais d'information. Voilà pour Et l'essentiel. Oui, on a complètement oublié de parler de RES. oui, tout EURES à pour les fait. J'y ai personnes qui pensé tout à l'heure. Oui, ciblent, je le mets EURES, EURES, c'est un réseau donc européen. Ça veut dire que tous les services équivalents de Pôle emploi, dont maintenant l'APEC, on va en faire partie, euh, c'est un réseau où, pour tous les Européens qui sont en mobilité internationale, il a des services, donc il y a des offres d'emploi. Vous pouvez aussi rencontrer, en tout cas pas rencontrer, mais contacter des conseillers EURES qui vont pouvoir vous renseigner sur le marché du travail dans le pays que vous ciblez. Si par exemple vous ciblez Espagne ou Portugal, vous pouvez contacter un conseiller EURES qui habite et travaille en Espagne pour justement
raconter la démarche réglementaire, administrative si c'est nécessaire, les offres d'emploi, vous donner des conseils sur le CV. Donc, n'hésitez pas de contacter EURES. Donc, c'est équivalent de équivalent de Pôle emploi dans chaque pays européen qui collaborent ensemble, qui fait qu'il a ce réseau très conséquent et régulièrement, ils font des événements qu'ils proposent, des recruteurs qui vont donc proposer des opportunités qu'ils sont à, à l'instant. Voilà. Ok, merci Maria. Et Maria est conseillère EURES. Donc justement, c'est